Bonjour à toutes et tous, je suis Mégane Jansouche, journaliste pour Mind Media et ce matin je vais animer une table ronde sur la visibilité publicitaire comme KPI de référence ou non, vu que c'est le sujet de cette table ronde dans la publicité en ligne. La visibilité, du coup, c'était, comme je l'ai dit, un KPI de référence ces dernières années. Ça a été beaucoup mis en avant. Aujourd'hui, ça semble remis en question. Un petit exemple pour illustrer ça, c'est que la visibilité, c'était un des critères fondateurs du label Digital at Trust, donc le label de qualité publicitaire du marché publicitaire français. Et aujourd'hui, maintenant que le label est terminé, 5 ans après son lancement, une réflexion est en cours pour créer un nouveau label. Et clairement, la visibilité ne fait pas partie des critères jugés comme pertinents pour définir la qualité média. Donc on va parler de ça avec les 3 personnes qui sont autour de la table à côté de moi. Et avant de commencer et que chacun vous puissiez vous présenter, est-ce qu'il y en a un de vous 3 qui pourrait commencer par le commencement, c'est-à-dire définir ce qu'est la visibilité publicitaire? Est-ce qu'il y en a un ou une qui veut se lancer? On se présente d'abord, ou on va sur la visibilité directe? Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Fabien Magalon, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Explain et qui s'attache à mesurer la qualité des impressions publicitaires justement au-delà de la visibilité. Et la visibilité, qu'est-ce que c'est? C'est une norme, un KPI, qui a été créé il y a peut-être, 10, 12, 15 ans, je ne sais pas exactement, par quelques boîtes innovantes à l'époque, dont des Français beaucoup, à l'époque, Alenti notamment, et qui consiste en fait à vérifier qu'une publicité apparaît bien à l'écran de l'ordinateur. Parce qu'à l'époque, en fait, les publicités se chargeaient en même temps que le contenu d'une page. Et comme une page, c'est plus long qu'un écran, il y avait beaucoup de publicités qui s'affichaient en dehors de la fenêtre de l'écran et qui étaient donc comptabilisées et facturées aux clients. Et en réalité, à l'époque, c'était dans des proportions complètement délirantes. Donc c'est vrai que la visibilité, ça a été une nouvelle métrique très innovante qui a permis de comprendre si la publicité, elle avait au moins une chance d'être vue. Voilà. Et ça a été un bouleversement. Ça a révolutionné vraiment la manière dont la publicité s'est vendue à l'époque. Merci. C'est une définition que vous partagez tous. Il n'y a pas trop de mésentente là-dessus, comme c'est souvent le cas dans la publicité pour définir des termes. Il y a besoin que je prenne le micro ou pas? Non. Nous, c'est plus simple pour nous, c'est plus simple. Je vais prendre le micro. Bonjour à tous. Alors, on n'est pas galant, on va laisser madame parler en dernier, je suis vraiment désolé. Sébastien Noël, j'interviens sur toute la partie digitale au sein d'M Publicité, la régie du groupe Le Monde, pour la présentation. Non, parce qu'en fait, je pense que oui, c'est simple, c'est défini, la visibilité, il faut qu'une bannière publicitaire soit affichée à l'écran, et après, il y a eu des façons de le mesurer. On a commencé avec quelque chose de simple, sur le display qui est 50% de la surface de la bannière visible pendant 1 seconde, d'accord. Et il y a un organisme qui s'appelle le MRC, qui est aux États-Unis, qui a validé la façon dont les gens mesuraient. Voilà. Donc, et tout le monde s'était mis d'accord là-dessus. Je pense qu'on en parlera après, tout ça a évolué. Mais cette façon, effectivement, est de dire il faut que ma créa soit visible un taux sur un temps. Et donc ça touche, ça active la visibilité. Et une fois qu'on a passé 50% 1 seconde, la bannière est visible. Oui, on reparlera des critères du MRC. Élodie, en tant que représentante des acheteurs, en quelque sorte, c'était quoi le besoin derrière la visibilité, ou en d'autres termes, c'était quoi les vertus de la visibilité lorsque ça a été installé? Alors déjà, Élodie Courreau, déléguée générale de l'UDECAM, l'Union des entreprises de conseil en achat média. Juste pour compléter, par contre, je vais juste compléter parce que tu as donné la définition pour la bannière, mais il y a celle aussi pour la vidéo. Voilà, donc il y a 1 seconde pour la bannière et c'est 2 secondes pour la vidéo, ce qui semble très court quand on expose une vidéo qui fait 30 secondes. Et c'est bien pour ça qu'en tout cas, on a une exigence en agence média, c'est de garantir en tout cas des indicateurs de performance pour les clients, les annonceurs. Et donc ça permet de déterminer tout simplement les performances, les KPI qui vont être l'exigence et la qualité d'une campagne.
Donc la visibilité, ça a quand même permis d'apporter des bonnes choses dans la publicité en ligne. Avant de commencer à la critique, est-ce qu'on peut faire son éloge ? Bien sûr que ça a apporté des bonnes choses. Après, il faut toujours faire très attention de quoi on parle. Ça dépend ce qu'on achète. On ne va pas se mentir. Il y a aussi eu énormément d'achats qui n'étaient pas forcément faits pour acheter de la visibilité, mais acheter de la performance, ou acheter le fait de déposer un cookie pour pouvoir recibler quelqu'un, le fait de pouvoir déposer un cookie pour pouvoir faire de la conversion derrière. Donc oui, quand on va travailler vraiment une partie notoriété, branding, bien entendu que c'est important d'être vu, on ne va pas se mentir. On a une spécificité maintenant sur le digital qui est qu'on mesure tout. D'accord ? De temps en temps, il faut peut-être aussi le faire de manière mesurée pour commencer à mettre un petit peu d'eau dans le vin, pour comprendre qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'une visibilité. On en parlera sûrement tout à l'heure, mais deux bannières visibles en même temps sur un écran, est-ce que c'est pertinent ? Quelle est la taille de la bannière aussi ? Est-ce qu'une bannière qui fait 728 par 90, qui est visible à 50% une seconde, c'est aussi important qu'une bannière qui fait 970 par 250, qui est visible 50% une seconde ? Donc voilà, mais oui, ça a été important. Et pour revenir sur ce que tu évoquais sur le Digital Ad Trust, bien entendu que la visibilité a été un des critères fondateurs, tout simplement parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Digital Ad Trust était là pour remettre en avant les sites des éditeurs du SRI, donc le syndicat des régies Internet, pour redémontrer la valeur que pouvaient avoir ces inventaires-là. Donc il y avait plusieurs critères. La visibilité en était un, le nombre de publicités par page en était un autre, la brand safety en était un autre. Et effectivement, ça a joué énormément sur le fait de travailler la qualité de la publicité, la mise en avant de la publicité, la visibilité de la publicité. Donc je pense que aujourd'hui, personne ne pourrait dire que la visibilité, c'est pas important. Bien entendu que ça a lancé des conversations assez amusantes à l'époque où les éditeurs et leurs régies ont dit que forcément, plus on travaillait la visibilité, plus c'était cher, où les acheteurs disaient non, en fait, moi je vais pas t'acheter une publicité si elle n'est pas visible, ce qui a effectivement une certaine logique, mais je reviens au point d'introduction, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la pub ? J'ai la chance d'avoir commencé dans la publicité à une époque, on va dire des années 2000, avec les premiers ad serveurs, pour ceux à qui ça parle, qui s'appelaient Right Media et qui ont été rachetés par Yahoo. Croyez-moi qu'à cette époque-là, la visibilité, personne n'en parlait. C'était pas l'objectif même. L'objectif même, c'était faire de la performance, faire du revenu, déposer des cookies. Donc ça va dépendre de ce qu'on va aller chercher. Et donc, est-ce que la visibilité a aidé à revaloriser les inventaires des éditeurs premium, à leur permettre de mieux vendre, de vendre à un meilleur prix leurs inventaires ? Oui. Ça a permis de mettre en avant énormément le travail qui a été fait. Est-ce que ça a permis vraiment de remonter les CPM et donc la valeur de l'inventaire ? C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, puisque je vous le disais, on parle et la conversation, et c'est vraiment une conversation, elle est de se dire ma bannière elle est visible, j'ai travaillé pour qu'elle soit le plus visible possible, et de l'autre côté dire c'est normal, je ne vais pas t'acheter quelque chose qui n'est pas visible, donc pourquoi est-ce que je l'achèterais plus cher parce que tu as fait des efforts pour qu'il est visible alors que c'est le minimum que ce que je te demande. Donc il y a eu toutes ces conversations-là, qu'il y a toujours aujourd'hui. La visibilité, elle n'a pas disparu. Elle est devenue plus logique, elle a été optimisée, elle est plus exigeante. Mais voilà, il y a eu tout ce travail-là qui a été fait. Le Digital Ad Trust a fait effectivement en sorte qu'on a nettoyé, avec des grosses guillemets, tout ce qui a été fait sur la partie digitale. On a simplifié, on a rationalisé, on a optimisé. D'accord ? Mais vous suivez de toute façon tous les chiffres. C'est pas pour ça que les éditeurs s'en frottent les mains en disant chic, j'ai multiplié par X le prix de vente. Oui, vous trouverez d'ailleurs une analyse dans le prochain numéro de Mind Media à ce sujet. Petit instant auto-promo terminé. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, la visibilité, c'est un critère discriminant entre les inventaires ? Est-ce que, en d'autres mots, est-ce qu'il y a encore des inventaires qui ne sont pas du tout visibles ?
Est-ce qu'on peut acheter sur cette seule base-là? Alors, je pense que la visibilité, effectivement, pour peut-être juste répondre en reprenant ce qui s'est passé quand elle a été introduite il y a une quinzaine d'années, au moment où elle est introduite, en fait, je pense qu'on découvre un peu le pot aux roses. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a vraiment des quantités considérables d'impressions publicitaires qui sont littéralement jamais vues. C'était les fameux 728 par 90 BTF, Below the Fold, qui étaient vraiment en pied de page et qui, sur chaque page, finalement, s'affichaient sur chaque site. Et ça faisait des volumes considérables. Et ils étaient vus à 2%. C'est-à-dire qu'il y en avait 98 qui n'étaient jamais affichés à l'écran et 2 qui s'affichaient à l'écran parce qu'il y avait quelqu'un qui avait scrollé jusqu'en bas. Je pense qu'aujourd'hui, ce phénomène-là, il a disparu. Parce qu'en fait, c'est devenu tellement évident et facile à éliminer que ça n'avait quasiment plus aucune valeur, y compris pour le cookie bombing, etc. Enfin, en tout cas, la plupart des éditeurs, me semble-t-il, l'ont évité. D'autant qu'il y avait une nouvelle technique qui était quand même vachement plus rentable que de mettre des 728-90 bas de page. C'était celle de faire de la visibilité en déplaçant les publicités et finalement en faisant autre chose, c'est-à-dire en faisant un encombrement publicitaire un petit peu supérieur. Et donc aujourd'hui, me semble-t-il, la plupart des plans médias atteignent des taux de visibilité aux alentours des 70 à 80% de manière assez facile. Et c'est en ça qu'il y a un énorme progrès qui a été fait sur la qualité qui est proposée aux marques et à leurs conseils au sein des inventaires médias et des inventaires en général. En revanche, il y a beaucoup d'acteurs, je dirais, malveillants qui ont utilisé les biais de la visibilité, que je suppose on détaillera un petit peu plus tard, pour construire de l'inventaire qui répond aux normes de qualité sans pour autant offrir la qualité attendue par les marques. Justement, quels sont les biais de la visibilité ? Sébastien en a donné un, ou deux d'ailleurs, ou plus, tout à l'heure, quand il a évoqué les absurdités de la visibilité. Donc la visibilité, encore une fois, moi je trouve que ça a été une norme extraordinaire quand elle est sortie il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, en fait, maintenant qu'on est mûr, maintenant qu'on a compris comment elle fonctionnait, maintenant qu'on l'utilise, maintenant qu'elle a atteint des seuils finalement qui sont tout à fait acceptables, je trouve qu'il est temps de la réviser et d'en faire un peu son procès d'une certaine manière. Et donc de réfléchir à qu'est-ce qu'elle pourrait faire mieux. Et il y en a un qui est fascinant, je trouve, qui est le plus rapide à corriger, qui est incroyable, c'est celui que tu as évoqué tout à l'heure, c'est la share of screen, c'est-à-dire quelle est la surface occupée par la publicité par rapport à la taille de l'écran. La visibilité, elle s'en moque, parce qu'elle s'intéresse à la surface de la publicité elle-même. C'est-à-dire que si ça c'était une publicité, pour qu'elle soit vue, il faudrait qu'elle soit à 50% à l'écran. D'accord ? Et ça la rendrait visible. Et quelque chose qui serait littéralement 100 fois plus grand, ça serait la même norme. Il faudrait qu'elle soit 50% à l'écran. Et en fait, c'est délirant, parce qu'en réalité, ce que veut l'annonceur, c'est être vu. Et finalement, 49% de quelque chose de géant, c'est beaucoup mieux que 50% de quelque chose de petit. Et en fait, un des biais de ne pas prendre en compte la proportion de l'écran occupé par la publicité dans la mesure de la visibilité, un des biais évidents, c'est qu'en fait, ça favorise l'utilisation de petits formats sur des grands écrans. C'est-à-dire que pour maximiser le nombre d'impressions visibles selon la norme telle qu'elle a été construite il y a 15 ans, il vaut mieux acheter, et d'ailleurs c'est un peu le risque quand on optimise de manière automatisée et programmatique sur la visibilité, on se met à acheter des petits formats sur des grands écrans. Donc les 728 par 90, notoirement, ont une meilleure visibilité que les 300 par 600. Parce qu'ils sont tout simplement un peu plus petits et surtout un peu moins hauts sur des écrans desktop. On va acheter plus souvent du desktop que du mobile, parce que c'est plus difficile d'atteindre la seconde ou les 2 secondes de visibilité sur des petits écrans. Et en fait, ça va à l'encontre des intérêts des marques, parce que finalement, l'intérêt des marques, c'est d'être visible à l'écran, sur une proportion suffisamment grande de l'écran pour être quand même remarqué, pendant suffisamment longtemps pour que le message soit compris, pour enfin essayer de faire évoluer les préférences vis-à-vis de la marque. Voilà, donc ça c'est un des premiers biais. Et le deuxième qui est aussi important, je pense, c'est la durée de visibilité qu'on a évoquée tout à l'heure. 1 seconde, 2 secondes. Donc 1 seconde sur le display, 2 secondes. C'est très court et à la fois c'est aussi très rigide. C'est-à-dire que finalement on fait aucune distinction on fait une distinction très forte même plutôt entre 1,9 et 2,1. Alors qu'en réalité il y a très peu d'écart entre les deux. Et ça aussi je trouve que c'est une réflexion intéressante. Nous quand on analyse les prix par seconde de visibilité,
ou plutôt par dixième de seconde de visibilité, on voit une cassure très très forte entre 1,9 et 2,1. Ce qui est absurde, en fait. Ça devrait être très lisse, parce que l'intérêt de l'annonceur, il est beaucoup plus lissé entre ces deux variables. Oui, merci. Pour te compléter, effectivement, en agence, on a aussi une rigueur, une qualité de service à donner. Et tout à l'heure, on a donné avec Sébastien les normes MRC, qui étaient donc 50% pendant 1 seconde pour une bannière, et donc 50% pendant 2 secondes pour une vidéo. En agence média, on fait en sorte, en tout cas, d'avoir des exigences beaucoup plus précises et beaucoup plus poussées. Généralement, c'est entre 75% et 100% pour une bannière pendant 3 secondes. Ça, c'est vraiment les minimums, les seuils qu'on va donner, on va dire, en exigence pour nos marques, annonceurs, clients. Et pour une vidéo, c'est un peu différent, parce qu'une vidéo, la regarder 3 secondes, ça n'a pas de sens, en fait. Donc, on va parler plutôt de complétion. Donc, on est toujours sur une exigence, par contre, ici, de 100% de la vidéo, mais qui serait vue à la complétion. Donc, c'est-à-dire, si elle était vue pendant 50% de sa durée, 100%, etc. Donc, on va avoir un pilotage qui est un peu différent. Donc, on revient sur le discours, effectivement, de la durée, et que ce pilotage est vraiment primordial pour pouvoir avoir une campagne qui va être visible. Et, alors, moi, je pense qu'il y a pas mal de biais qui sont arrivés avec la visibilité. Pour rester sur un premier biais, et c'est encore plus facile sur la vidéo, parce que la visibilité, après, on arrive avec les taux de complétion d'une vidéo. Donc, quand on travaille sur l'optimisation de la vidéo, on nous demande de travailler aussi bien la visibilité de la vidéo que son taux de complétion. Tout comme quand on essaye de tendre vers les KPI qui sont demandés, qui sont effectivement beaucoup plus souvent au moins de 70%, et le 50%, je crois que je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. Est-ce que ça va jusqu'à 100% de visibilité? Est-ce que certains éditeurs le demandent? Bien sûr. Oui. Fréquemment? Oui. Alors, je vais être juste un peu taquin là-dessus. Ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de visibilité, on parle de taux, mais on ne sait même plus ce qu'on met dedans, en fait. Parce qu'on nous dit il faut 70% 3 secondes. OK. Et ma campagne, il faut qu'elle soit... C'est ça le KPI. OK. Et il faut que 100% des impressions soient dans ce taux. Donc, qu'est-ce que je fais du reste qui n'est pas optimisé là-dessus? Je les fais pas payer, selon si c'est du programmatique, comment ça se passe. Du coup, comment je le mesure? Parce que ça, c'est un véritable biais, on n'en parle plus aujourd'hui. Mais comment je le mesure? Si moi, en tant qu'éditeur, j'ai une solution intégrée dans mon ad serveur, d'accord, donc qui est sur le site, qui est utilisée tout de suite, parce qu'on ne va pas se mentir, quand on parle de entre 1, 2 et 3 secondes, la seconde près, on y est, d'accord? Elle est sur mon ad serveur, donc on va partir du principe qu'elle est affichée tout de suite, au moment où je mets la publicité, si la publicité, elle est servie en gré à gré, pour faire simple, d'accord? Donc elle est hébergée dans mon ad serveur. Si demain, cette publicité, elle est hébergée par l'ad serveur du client, je ne maîtrise pas, moi, éditeur, le temps de chargement de l'ad serveur du client et le temps que la pub va mettre pour s'afficher, d'accord? Si ce client utilise une solution de visibilité dans son ad serveur et que l'agence utilise aussi une solution de visibilité qui n'est pas forcément la même que celle du client, voire le client en utilise 2 parce que voilà. Forcément, ça va rajouter du temps de chargement sur ma pub. D'accord? Et on va commencer à se rendre compte qu'on a des écarts. Pour une bannière, 70% 1 seconde. D'accord? Chez moi, elle va être visible avec mon outil de statistique. Et chez mon partenaire, agence, annonceur, elle ne va pas être visible parce qu'elle aura été vue qu'1 seconde sur les deux ou pas de seconde. Donc là, ça a introduit un véritable biais aussi et des véritables complexité dans les discussions. Si je vais un petit peu plus loin, en quoi un éditeur est responsable de la créa qu'on lui envoie? Je reviens sur la vidéo parce que c'est l'exemple le plus simple. Aujourd'hui, on est challengé sur visibilité de taux de complétion. Une vidéo, admettons, elle fasse 20 secondes. Ce qui est bien, parce que franchement, un pré-roll de plus de 20 secondes, c'est quand même compliqué. Mais il y en a beaucoup. On ne peut pas comparer 2 pré-rolls différents d'un annonceur A et d'un annonceur B selon comment il fait son packshot, comment il fait son pré-roll, comment il fait son format vidéo. Comment est-ce qu'une régie qui est en bout de chaîne peut être le responsable de ça?
Comment est-ce qu'une régie qui a longtemps été challengée sur les taux de clics, puisqu'il n'y avait pas la visibilité encore à l'époque, même si aujourd'hui le taux de clic revient aussi encore un peu à l'abordage, mais la visibilité, en fait, ça va dépendre aussi de l'attrait de la créa. D'accord ? Chez M-Pub, on le voit de manière assez simple. On a lancé un produit il y a plus de 3 ans qu'on a appelé Polar, parce que c'est le partenaire avec lequel on travaille. On va aller aspirer les créas sociales et on les met dans des emplacements display. D'accord ? Non, ça n'a rien inventé. Hein, d'accord ? Étrangement, le taux de visibilité de ces créas et le taux de clic de ces créas est à minimum 10 fois supérieur avec de l'IAB. Parce qu'en fait, étrangement, les créas des réseaux sociaux sont plus sympas et faites plus pour créer l'interactivité et l'échange. Moi, aujourd'hui, quand on m'envoie une créa, que ce soit un 300 par 600 ou une créa sociale que je vais... J'y suis pour rien de ce côté-là. Moi, ce que je peux faire, c'est échanger avec l'éditeur pour faire en sorte que les emplacements soient chargés le plus vite possible, pour ne pas perdre de temps sur l'affichage de ces tags, et à des endroits qui sont le plus visibles possible. Fabien le disait tout à l'heure. Enfin, franchement, je pense qu'il n'y a plus aucun éditeur respectable qui continue d'afficher des bannières en bas de page. Tout le monde fait ce qu'on appelle du lazy loading, c'est-à-dire qu'on attend que la créa soit pratiquement in view pour aller l'appeler. D'accord ? Justement, on n'a plus que des créas visibles. Tout le monde travaille cette partie-là. Donc ça a aussi créé des discussions et des échanges et des comparaisons sur des choses qui ne sont de temps en temps pas comparables. Parce qu'un emplacement sur un éditeur A qui a eu la capacité d'avoir dans sa colonne de droite sur desktop son 300-600 qui reste fixe sur tout le long, il aura une visibilité de 100%, on va dire. Alors qu'un éditeur qui a une colonne de droite avec d'autres blocs à l'intérieur, bah forcément, il n'aura pas une colonne de droite qui reste sticky tout le long, donc ce sera compliqué. Donc voilà, donc je pense que oui, la visibilité a amené beaucoup de choses, mais elle a aussi amené plein de questionnements, en fait, qui sont très souvent restés sans réponse. Et qui ont dû aboutir sur des discussions entre les vendeurs et les acheteurs sur « bon, d'accord, on se met d'accord, mais on prend quel outil ?» Ah, le tien, le mien, bon, on prend le tien parce que c'est toi qui achètes et c'est celui de ton client. Mais on accepte quoi comme taux de différence entre nous ? Parce que c'est quand même pas normal, on est d'accord, on mesure la même chose. Hein. C'est l'avantage, entre guillemets, d'avoir le MRC qui a tamponné, même si le coup de tampon, c'est sur une méthode et pas sur la façon dont ça se passe. Mais on est tous d'accord sur il faut que ça soit un pourcentage et un temps. Mais on ne mesure pas de la même façon. Donc c'est là où on a des points, entre guillemets, de discussion de temps en temps sur qu'est-ce que je fais sur ma visibilité. J'ai oublié un point qui me semblait important sur les reproches à faire à la visibilité. C'est justement ce qu'on a évoqué 2-3 fois, mais important de le rappeler. C'est en fait l'effet de bord qu'a eu la visibilité. Ça a nettoyé le bas, les bas de page. Et en fait, ça a créé aussi des stratégies d'encombrement publicitaire excessif et de saturation de l'espace de l'écran. Parce que ce que la visibilité mesure, c'est la présence à l'écran. Ce qu'elle ne mesure pas, c'est la concomitance d'autres publicités simultanément à l'écran. Et donc, en fait, mécaniquement, quand la viewability devient une currency, c'est-à-dire devient une nécessité dans la commercialisation des espaces, un des effets de bord évidents pour un éditeur qui fait une forme de fraude à la visibilité, ça serait de multiplier les publicités simultanément à l'écran. Ce n'est pas le cas des éditeurs médias, premium, etc., je le dis. Mais en revanche, sur l'immensité de l'open web et des ad exchange, où il y a, pour rappel, 160 000 URL dans Google AdX, en revanche, c'est une pratique qu'on voit très fréquemment. Et ça a même un nom, ça s'appelle les Made for Advertiser Publishers, des publishers qui construisent des pages dont l'objectif est uniquement d'absorber des investissements publicitaires. Et ces sites-là, ils ne vont pas hésiter à mettre 5, 6, 7 publicités simultanément à l'écran. Viewable et cher. Mais tu as raison sur la partie encombrement, parce que c'est vrai qu'on a vu effectivement des éditeurs qui vont avoir soit la partie display gré à gré, puis il y a la partie display qui va être plus vendue en réseau, comme tu dis, en RTB, et c'est là où on va avoir plusieurs formats, et c'est là où ça devient sapin de Noël. Il y a un encombrement tel qu'effectivement un annonceur peut plus se distinguer d'un autre, et en termes de visibilité, on s'y perd complètement. Donc il y a des annonceurs qui vont demander par exemple des exclusivités sur une page,
ça devient de plus en plus difficile, mais après ça se rémunère, ça se valorise. Donc c'est tout l'avantage, en tout cas pour un éditeur, c'est de revaloriser aussi son média. C'est de pouvoir en tout cas avoir cette partie plus visible avec un contrat de lecture. Enfin, je sais pas, quand on vient sur lemonde.fr, on y va effectivement pour la marque. Et ce qu'on attend en tout cas quand on y va et qu'on est un annonceur et qu'on veut être vu, effectivement, on veut bien le payer, mais il faut qu'on ait, on va dire, un encombrement qui soit très restreint et qu'on soit visiblement exclusif. Et pour la partie création, je ne sais pas ce qui nous empêcherait en fait des fois de refuser finalement une créa. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reçoit une créa, en tant qu'agence, on reçoit une créa souvent 2 jours avant la campagne. Donc on ne peut plus être jugé parti et leur dire non, on refait tout, on met un cadre autour pour que ça soit clignotant, lumineux, beaucoup plus visible, que le logo apparaisse en premier, bref, avoir les conseils qu'on devrait faire. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un message à faire passer en amont à nos annonceurs. Et puis après, il y a la partie de cet éditeur, à quel moment on peut dire non, on ne peut pas la prendre. Tout simplement. Désolé, c'est une question ouverte. C'est une très bonne question. Après, on va pas se mentir, hein. Il y a des créas qu'on ne prend pas, mais juste parce que ça ne va pas dans la ligne, on va dire, éditoriale de la mise avant du produit ou du message qui est amené en ce moment avec tout ce qui est RSE, communication, greenwashing, etc. On décide en tant que régie de temps en temps de ne pas prendre effectivement les créas ou les campagnes. Après, comme tu le disais, si agence média, vous recevez des agences créa 2 jours avant, nous la plupart du temps on le reçoit le jour de la mise en ligne ou la veille, c'est pas toujours facile. On n'a pas forcément toujours aussi la capacité de scanner toutes les créas, etc. Et puis après, on est aussi dans un grand monde, c'est une compétition géante hein, qu'on vit au quotidien. Donc c'est difficile aussi, parce que si jamais on va refuser une créa en disant attention, parce que ta créa, là, franchement, pour travailler la visibilité et les objectifs que tu me demandes, ça va pas m'aider. La plupart du temps, on va nous répondre bah oui, mais les autres, ils disent rien. Donc, parce que c'est un peu la beauté de notre métier, c'est qu'on est tout le temps comparé par rapport aux autres. Donc voilà, mais par contre, ça nous arrive de faire des retours, effectivement, de conseiller et d'avoir des vraies discussions quand on va aller travailler ces points-là. Et tu l'as dit, bien entendu, de plus en plus, on est sur de l'exclu-écran, sur de l'exclu-page, parce que tout d'abord, une marque ne veut pas forcément être mélangée avec une autre sur sa communication. Et je pense que ça va tout à fait de soi. Et ce qui est très bien, c'est que c'est un des points sur lequel, effectivement, il n'y a pas de discussion sur le fait qu'une exclusivité, ça se paye plus cher. Et c'est effectivement logique. Bon, du coup, je note pour la prochaine fois d'inviter un annonceur ou une agence créa, ou les deux. Oui, oui, c'est pas vraiment un sujet pour les agences créa, hein, je vous le cache pas. Pas faute de les interroger dessus. On va passer du coup à la deuxième partie de la table ronde. Une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a fait le procès de la visibilité, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on enrichit la visibilité avec d'autres critères, comme par exemple l'encombrement publicitaire ou la part d'écran ? Est-ce qu'on la remplace par d'autres critères comme l'attention ? Je pense que tout le monde s'est retenu de ne pas en parler pour l'instant, et qu'on va pouvoir. Ou par d'autres critères un peu plus, j'ai envie de dire, dans l'air du temps, comme l'impact carbone de la publicité. Qu'est-ce qu'on fait ? Question très ouverte. Nous, on a un parti pris très fort chez Explain, qui est de dire qu'en réalité, si on se met à la place d'une marque, on veut être remarqué. Et la créa, son job, c'est, une fois qu'on a capturé l'attention, c'est de la retenir. Mais la première étape, le rôle des médias, des agences médias, des intermédiaires technologiques, c'est de fournir des emplacements publicitaires qui permettent d'abord de capturer l'attention. Et effectivement, la visibilité, c'est un mauvais conseil, en fin de compte, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Parce qu'en optimisant sur la visibilité, encore une fois, on a tendance à faire des petits formats sur des grands écrans, ça ne retient pas l'attention, on a tendance à favoriser l'encombrement publicitaire, ça divise la capacité à capturer l'attention. Et donc, il se trouve qu'il y a beaucoup de méthodologies nouvelles et de mesures qui permettent d'enrichir la manière dont on travaille la visibilité pour la durcir d'une certaine manière. Mais c'est même pas juste, parce qu'en réalité, on la durcit déjà en augmentant les secondes, en augmentant les surfaces, mais c'est pas vraiment une bonne méthode, selon moi. Il faut plutôt s'intéresser justement à
garantir des share of screen minimum, garantir des encombrements publicitaires maximum, s'intéresser aussi à cette durée de visibilité, valoriser quelque chose qui reste plus longtemps à l'écran, essayer de comprendre aussi tous les biais, toutes les tactiques utilisées du type ancrage publicitaire et comprendre quel est l'impact sur la réelle attention que ça génère. Et nous, chez Explain, on appelle ça la qualité de l'exposition publicitaire. Je ne me suis pas retenu d'utiliser le terme véritablement attention, c'est parce qu'en fait, on trouve qu'attention, c'est difficile, c'est mal défini, et ce n'est pas forcément la juste définition de ce que nous, en tout cas, on essaye de mesurer, c'est-à-dire dans quelle mesure une publicité a le potentiel de faire passer les messages que l'annonceur a envie de faire passer. Et donc, pour répondre à ta question, oui, moi je crois qu'il y a un mouvement qui n'est pas seulement en France, mais qui est global, où la visibilité étant suffisamment comprise, les acteurs et les média traders au sein des agences ayant suffisamment, maintenant je dirais, mûri la compréhension du modèle, sont prêts à aller vers des nouvelles métriques un petit peu plus exigeantes. Et je pense que c'est très bien pour l'écosystème en général, parce que ça va justement permettre d'éliminer les acteurs malveillants qui font une forme de fraude à la visibilité en les détectant plus facilement. Ça va recanaliser les investissements vers des acteurs qui ont des pratiques publicitaires et des expériences sur page qui sont plus favorables. Donc tout ça me semble un mouvement qui va prendre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, mais qui est très vertueux. Allez, je vais faire, pour ceux qui me connaissent comme assez souvent, je vais aller pile dans l'autre côté. C'est ce que j'attendais. Alors moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que déjà aujourd'hui, ce que je vous disais au départ, il y a un biais sur le digital, c'est qu'on mesure tout. D'accord ? Et c'est que sur ce média-là qu'on mesure tout. Moi, parler d'attention publicitaire, d'accord, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on mesure l'attention publicitaire d'un spot télé pour savoir que tout le monde a dégainé son téléphone ? Je ne sais pas, j'ai eu la chance de suivre, il y avait l'Alliance Digitale qui avait son forum, il y a une personne qui faisait des neurosciences qui est venue et qui avait mis des images à l'écran, et c'est étonnant, l'image qu'elle avait prise pour la télé, hormis le fait que la télé était éteinte, c'était que tout le monde était sur son canapé, 2 personnes sur son ordinateur et 1 sur son téléphone. Donc en fait, déjà il faut, je pense, refaire un petit peu attention à ce qu'on attend du digital et ce qu'on mesure du digital par rapport aux autres médias, et pas se dire on peut tout mesurer, donc allons-y, c'est la fête. En plus de ça, profitons du fait que tout ce qui est cookies tiers, tracking, soit de plus en plus compliqué aujourd'hui avec le mouvement des navigateurs, pour remettre peut-être une relation de confiance qu'il y a entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord ? Pourquoi on en est arrivé là sur la visibilité ? On en est arrivé là sur la visibilité parce que le programmatique et tout le côté négatif du programmatique qu'on met derrière le RTB. D'accord ? On peut tout acheter pour pas cher du tout. Comme le disait Fabien, il y a des millions d'URL, il y a des millions de sites, il y a des milliards d'impressions. D'accord ? Si on retourne aujourd'hui un petit peu ce côté de dire on blacklist ce qui est pas bien, mais on revient un peu sur on whitelist ce qui est bien. Et on sélectionne plus là où on va aller acheter parce qu'on sait que c'est un média de qualité, et là je prêche pour ma paroisse bien entendu, et donc qui a une attention particulière parce que ce média de qualité, et si je prends le groupe Le Monde, son objectif c'est aussi faire en sorte que les gens s'abonnent, donc on va pas faire n'importe quoi, mettre de la publicité dans tous les sens, etc. Les abonnés ont de la publicité aussi, d'accord ? Donc je pense que c'est un des premiers points aussi à remettre en avant, se dire attention, ce biais du RTB qui a vu des milliards d'impressions qui n'étaient pas visibles, qu'on a optimisé, il arrive à un moment où il faut se dire aujourd'hui, faisons attention à ça, remettons de la confiance. Tu le disais, on est en plein moment où on parle de carbone, de SPO, donc de l'optimisation de la chaîne d'achat, d'accord, et où il y a ce nouveau KPI de l'attention qui arrive. Alors moi j'ai envie de dire, si on veut tout faire d'un coup, de mon point de vue, d'un point de vue de régie, c'est assez simple. Hein. Pour faire optimiser l'achat, il y a l'achat direct. On peut le faire en programmatique, on fait des deals, d'accord. On choisit le mode d'achat, l'outil d'achat, l'outil de vente, on connecte ce qui fonctionne le mieux, on fait de l'achat direct via un deal. S'il y a besoin de mesurer quoi que ce soit, on prend une solution de mesure et une seule, et on n'a pas besoin d'aller rajouter des technos.
on va pas se mentir, aujourd'hui, ce qui pèse dans une créa pub, c'est les technos qui sont embarqués. C'est ce que je vous disais au départ. C'est un ad serving tiers avec 3 tags de 3 mesureurs différents. C'est ça qui va peser, c'est ça qui va consommer du carbone à la fin. Donc, pourquoi continuer à créer des KPI, des outils de mesure pour rassurer sur un achat qui peut être beaucoup plus direct, beaucoup plus transparent, sur lequel on n'a pas besoin de tout ça. Ma question, elle est là aujourd'hui, dans ce moment de rationalisation. On n'a pas forcément besoin de recréer quelque chose qui va forcément consommer du carbone parce que c'est un tag, parce qu'il se passe quelque chose, il y a des appels, qui va avoir un coût supplémentaire pour l'annonceur, pour la régie, pour une mesure qui, entre guillemets, est aussi du bon sens. Côté acheteur, Je pense que la relation entre finalement éditeur, régie et acheteur, c'est comme un mariage. Et je pense que le mariage, historiquement, je veux dire, avant, a été nombreuses fois, on va dire, trompé. Et je pense qu'il y a un gros souci de réassurance, effectivement, d'où le nombre KPI qui existe. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Et la réassurance sera sans fin. Je pense et que le côté, on va remettre, on va dire, effectivement, le goût de l'attention, qu'on va me rajouter maintenant de l'eye tracking, qui va permettre en tout cas de savoir qu'est-ce qui a rendu cette attention visible. Donc non, je pense qu'il y a un vrai souci de réassurance historique. Comment y remédier, je ne pense pas qu'on va retirer tous ces KPI. Après, peut-être qu'il va falloir faire un changement de paradigme en fait, entre les KPI et la partie carbone peut y participer. La confiance n'exclut pas le contrôle, hein, très clairement. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a juste de dire que... et je pense sincèrement que ce côté RTB a fait énormément de bien, mais a fait aussi énormément de mal, en fait, aujourd'hui. Et que c'est là où il y a quelque chose et qu'il faut prendre ça en considération aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus d'agences qui disent qu'ils travaillent de plus en plus en whitelist, en fait, parce qu'ils se rendent compte que c'est quand même plus efficace. D'accord ? Ça dépend des campagnes, ça dépend ce qu'on va aller chercher. Hein. Je ne remets pas en ligne de cause l'objectif même. Mais effectivement, quand on va aller sur de la notoriété, de l'image de marque, il faut que ce soit vu, il faut que ça soit en tête. On n'active pas forcément une campagne de la même façon quand on va aller faire une performance et on va aller chercher de la conversion, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire, messieurs les acheteurs, arrêtez de mettre plein d'outils. Non, je dis juste rationalisons. Et à un moment où justement on voit la fin d'une génération de visibilité à tout prix dans tous les sens, sans vraiment qu'il y ait de sens, comme le disait Fabien, où effectivement il y avait des choses qui étaient complètement aberrantes, profitons de ce moment-là pour tout rationaliser et faire quelque chose qui a du sens au global, carbone, optimisation de l'achat, mesure d'un certain côté, et faisons-le ensemble plutôt que effectivement recréer encore énormément d'intermédiaires. Désolé Fabien, mais le point il est là aujourd'hui. Et ce qui est entre guillemets assez amusant, c'est que la plupart du temps, les nouvelles technos qui arrivent sous couvert en plus de carbone. Bon, moi je trouve ça juste fou que quelqu'un puisse arriver et vendre aujourd'hui sur notre marché une techno qui permet de faire attention à de l'achat programmatique, à optimiser des critères programmatiques, en disant qu'il va le faire aussi avec de l'optimisation du carbone. En fait, le fait de mettre un tag, ça rajoute du carbone. Donc, essayons plutôt de faire des choses avec ce qui existe et ce qui est déjà au minimum dans les créas, et on optimisera la partie carbone. Alors, il y a une très bonne nouvelle, c'est que l'Alliance travaille sur un guide des éco-gestes pour les traders digitaux en agence média. Et les exemples, ça va être effectivement essayer de piloter déjà le poids, avoir des poids beaucoup plus légers, que ce soit pour les banners ou les vidéos. Ça va être effectivement de mutualiser le tracking, parce que comme on disait, il peut y avoir un tracking
en régie, il y a le tracking chez l'annonceur, il y a le tracking qui va être en agence. Donc le but, c'est vraiment de mutualiser pour réduire effectivement tous ces impacts. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est que ça devrait sortir en début d'année, d'ici janvier-février. Donc on est plutôt en attente de ce guide d'éco-gestes. Non, mais moi, je vais te dire, parce que je pense que Sébastien, il est plein de bon sens en réalité. Effectivement, si les marques et les agences, elles achetaient exclusivement les sites en direct, et évidemment, ça diminuerait, il n'y aurait plus de question de SPO. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a une question de SPO parce que ce n'est pas le cas. Et moi, je ne crois pas que, même s'il y a des mouvements effectivement de rationalisation des whitelists, etc., j'ai pas l'impression que ça prenne cette direction, pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, qui est qu'il y a 160 000 sites, que l'audience sur les exchanges, enfin sur Internet et sur le digital, elle est ultra fragmentée, et que ça a eu beaucoup de défauts et ça a fait beaucoup de mal, le RTB, je te rejoins là-dessus, mais en tout cas, ça a permis une chose, c'est de réunir tous ces inventaires et de faciliter les investissements médias sur le digital, parce que c'est impossible de parler à 160 000 sites. Et globalement, les marques, elles ont quand même besoin de trouver leur audience, de reach, etc. Donc, je te rejoins. C'est-à-dire qu'évidemment, si on faisait que du SPO, enfin, si on faisait que du direct, on n'aurait pas toutes ces problématiques, ni de mesures de visibilité, ni de mesures d'attention, ni d'empreinte carbone et de SPO. Mais la réalité du marché, c'est pas exactement celle-ci. Et donc, moi, je trouve que c'est un bien mauvais procès que de faire un procès à toutes ces techniques qui permettent d'approfondir la réflexion autour de la qualité de l'exposition média, que de lui faire le procès de l'empreinte carbone, parce qu'en réalité, l'empreinte carbone, je pense qu'elle est du digital, elle est notamment très importante du fait des pratiques de saturation d'espace publicitaire. C'est-à-dire que la pratique qui consiste à encombrer de manière excessive un emplacement, c'est ce qui participe à démultiplier inutilement le nombre d'impressions publicitaires et donc tous les trackers qui sont associés à l'intérieur sans pour autant apporter de l'efficacité. Donc essayer d'avoir cette approche qui permet finalement un peu plus, maintenir l'efficacité avec une plus grande frugalité dans les investissements pubs, c'est une bonne approche pour petit à petit réduire de manière beaucoup plus d'ailleurs efficace l'empreinte carbone globale du digital. Donc et by the way, je pense aussi que ce sont des sujets très liés en réalité. SPO, empreinte carbone et globalement efficacité publicitaire. Il y a des études qui sortent tous les 15 jours sur le fait que quand on achète sur du SPO, on diminue son empreinte carbone, que quand on élimine justement les inventaires saturés, on diminue son empreinte carbone. Donc finalement, ça me semble être des sujets qui sont assez proches. Mais du coup, est-ce que le marché publicitaire est prêt à vraiment se concentrer sur l'empreinte carbone comme un critère de sélection des inventaires? Parce que ça fait quand même 3 ans, au minimum qu'on en parle, 3 ans que tout le monde lance sa calculette carbone, 3 ans que tout le monde dit qu'il faut absolument tout mesurer. Bon, réduire, ce sera après. Du coup, est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce qu'on est prêt à faire, et surtout à faire des choix médias basés sur l'empreinte carbone? Bon, là, on sort un petit peu de la visibilité, mais c'est moi qui décide, donc on fait ce qu'on veut. Je vais répondre pour la partie plutôt sélection, effectivement, médias par rapport à l'empreinte carbone. Alors aujourd'hui, les agences médias, qu'elles soient individuellement ou collectivement, on s'organise pour avoir effectivement des calculettes qui vont mesurer l'empreinte carbone et environnementale des campagnes médias. Ce qu'on fait en tout cas au niveau collectif avec l'UDECAM, c'est qu'on s'est rapproché du SRI, donc le syndicat des régies Internet, pour avoir des référents qui vont être communs. Sachant que le SRI est en train de travailler une version 2 de ces référents, parce qu'il y avait toute la partie sur le programmatique qu'il fallait effectivement exploiter davantage, surtout les leviers en particulier, tout ce qui va être effectivement RTB, etc. Vraiment, ils ont été un peu plus en profondeur. Donc... Oui, avec Alliance Digitale notamment. Oui, pardon, j'ai dit le SRI, mais c'est le SRI et l'Alliance Digitale, ils travaillent ensemble sur les référents. Donc une fois qu'on a dit ça et qu'on doit sélectionner, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on ne peut que mesurer, mais moi j'ai envie de savoir est-ce qu'on doit attendre que ça soit légiféré avant qu'on fasse du carbon planning. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ça accélère énormément. Aujourd'hui, on est reçu de plus en plus souvent, régulièrement par le gouvernement
pour savoir en tout cas comment on avance sur la sobriété énergétique, comment on avance justement sur ces choix en termes de calculettes d'impact carbone. Et ils nous disent vraiment la prochaine étape, ça sera pas la sanction, mais l'obligation. Donc il va falloir qu'au niveau du conseil, on soit peut-être plus davantage sur une partie carbone planning, et on ne sera pas sur du média planning. Donc effectivement, ça va être une énorme avancée. Donc est-ce qu'on doit attendre que ça soit légiféré, ou est-ce qu'on doit faire notre partie conseil et qu'on aille sur ce territoire, on va dire, avant que ça soit imposé? Franchement, tout à fait aligné. Tout le monde avance dans ce sens-là de toute façon. On a tous des obligations, hein, donc voilà, donc ça au moins c'est fait. On essaie de le faire tous le mieux possible. Et je pense que c'est un moment où le marché a réussi à se parler, à faire les choses ensemble. Ce qui est assez rare. Sincèrement, il faut le dire. Surtout sur la partie digitale, la plupart du temps, il est vrai qu'il y a le SRI, il y a l'Alliance, il y a l'UDECAM, il y a l'UDM. Il y a des moments où tout le monde se parle et fait des choses ensemble, et il faut le dire quand ça se passe. Et c'est le cas là, sur toute cette partie-là. On est de toute façon à un moment où la publicité sur le digital change. D'accord ? C'est pas nous qui l'avons décidé, hein, c'est les navigateurs qui l'ont décidé. Hein. Il y a Safari qui a commencé, il a bloqué les cookies third party, il n'y a plus de cookies, c'est compliqué. Il y a ATT sur les apps, il y a Firefox qui a suivi, il y a Chrome qui fait un pas en avant, un pas en arrière, et on verra quand ils arrêteront. Mais de toute façon, clairement, cette façon d'acheter de l'audience, l'audience planning qui était basée sur des cookies avec du RTB où on pouvait recibler la personne, peu importe là où elle était, et donc se dire si je la touche 2 fois à 10 centimes sur un site un peu moins quali qu'une fois à 1 euro sur un site quali, il y a un moment c'est la même personne, hein, donc selon son tunnel d'achat, je vais être smart et je vais faire des choses. Tout ça, on sait que ça va changer. Ce paradigme-là va changer. On a le carbone, on a le SPO, on a la visibilité qui est un point de changement, on a effectivement cette volonté qui est tout à fait logique des marques de dire, moi quand j'achète de la pub, je veux qu'elle soit vue, je veux que les gens la gardent en tête, qu'elle soit retenue, donc avoir la plus belle surface d'exposition possible pour mon message. Tout ça c'est logique en fait. Mais il faut profiter de ce moment pour revoir ça. Et effectivement, le RTB a eu plein de points positifs. C'est pas du tout que négatif, hein. C'est que forcément on est sur un marché qui est dynamique et qui appelle à générer du revenu à la fin. Donc il y a toujours des gens malins qui sont là et qui génèrent du revenu avec ça. La publicité en fait partie, le RTB l'a aidé. Mais il y a un moment où c'est aussi à nous de se parler comme ce qu'on fait en ce moment entre associations interpro pour trouver la façon la plus rationnelle d'avancer ensemble. Et je pense que c'est ce qui se fait en ce moment, grâce, allez, disons-le, soyons fous, au carbone, et qu'il faut qu'on embarque justement ces nouveaux KPI, ces nouvelles mesures et ces refontes de mesures à l'intérieur de ce discours. Je grossis un peu le trait, mais est-ce qu'il y a de la place pour l'Open RTB dans le futur de la publicité en ligne, justement par rapport à tout ce que vous avez dit Bien entendu qu'il restera de la place pour l'Open RTB. Enfin, l'Open RTB, c'est juste une façon d'acheter pure aux enchères. Il y a bien entendu qu'il y en a. Toujours après, on l'a vu, il y a eu plusieurs papiers qui disaient que ça dépend aussi des moments de charges chez les acheteurs, de souhaits, etc. Mais bien entendu, il ne faut surtout pas tuer ça. Enfin, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt de le faire. L'OpenRTB n'a jamais empêché de faire du contexte. Jamais. On peut faire des whitelists sur des sites sur lesquels on peut tourner et faire de l'OpenRTB sur une whitelist. C'est pas du tout antinomique, hein. C'est juste plutôt même logique. Enfin, l'image que je prends moi quand je parle avec des marques au quotidien de programmatique, même si on a tous l'habitude d'en parler, mais en fait, c'est j'ai mon gré à gré, je vais acheter 1 kilo de pommes, j'ai un sac de pommes d'1 kilo, je les ai pas choisis, je suis en programmatique, c'est moi qui choisis les pommes. En fait, le choix, il est juste de savoir où est-ce que je vais aller les acheter, les pommes. Forcément, si j'y vais les yeux fermés et que je pioche comme ça et qu'à la fin, où je suis à la caisse, je vais vouloir rendre mes pommes, ou une fois que j'ai croqué dedans en disant finalement elle n'était pas bonne, on va dire il ne fallait pas la prendre. En fait, choisis.
Quand tu prends, c'est ça le RTB aussi, c'est le choix en fait. Et on n'en a pas parlé, mais c'était aussi les biais un peu de tout ce qui est visibilité. Est-ce que la visibilité, je la fais en pré-bid et donc j'ai scoré des emplacements et je sais qu'elle a à peu près cette visibilité-là, cet emplacement-là, ou est-ce que je le fais post-bid et la visibilité, elle n'est pas bonne et finalement, je vais demander qu'on me rende de l'argent parce que la visibilité, elle n'était pas bonne. Donc tout ça, en fait, c'est aussi dans la responsabilité de l'achat. Aujourd'hui, il est là le point. Donc, ça ne tuera pas l'Open RTB. Enfin, sincèrement, je ne pense pas. Et il ne faut surtout pas le tuer. Je sais pas, l'Open RTB, c'est probablement l'immense majorité encore des investissements en programmatique. Hein. Donc, c'est loin d'être mort, même si effectivement, je pense que ça va rester très longtemps. Et je reviens sur ta question précédente sur l'empreinte carbone. Moi, j'ai l'impression, en observateur, parce que c'est pas vraiment mon métier, l'empreinte carbone, mais ça m'intéresse, comme tout le monde. J'ai l'impression, en observateur, que c'est le gros sujet depuis quelques mois et probablement pour l'année à venir. Je ne pense pas, enfin après c'est une opinion cette fois-ci, je ne pense pas que ça soit que les plans médias soient, qu'il y ait un KPI, je pense que ça sera un KPI, je pense que ça sera une métrique dans un tableau avec des grammes de CO2 et on dira voilà, est-ce que j'ai été raisonnable, est-ce que j'ai été frugal dans mes investissements, mais je ne pense pas que ce soit un objectif d'aller au plus bas. C'est-à-dire que les objectifs resteront pour les marques de vendre, de générer de l'efficacité, etc. Je précise que c'est une opinion. Je pense que les marques, elles sont quand même rationnelles. Elles visent d'abord leur efficacité et ensuite, elles alignent un certain nombre d'objectifs en termes et je pense que ça ira dans cette direction-là pour les marques. Et je reviens au point précédent. Moi, ce que je constate sur les études liées à l'optimisation du CO2, c'est que c'est très difficile. Enfin, moi, j'avais travaillé par le passé, lorsque je travaillais dans une régie sur l'optimisation du CO2 d'une de nos campagnes. Une des recommandations, c'était d'investir plutôt la nuit, plutôt que le jour. Enfin, c'était complètement délirant, les optimisations qui nous étaient proposées. En revanche, j'ai l'impression que et c'était il y a quand même quelques mois, donc ça paraît un peu daté. Là, je voyais des études posées par Scope 3, que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais bon, qui semble être un des acteurs qui mesure justement l'impact carbone des campagnes en programmatique. En fait, il semble y avoir un lien très très fort entre justement l'encombrement publicitaire, les stratégies de Made for Advertising Publisher, le volume de SSP dans le fichier ads.txt, pardon pour le truc un peu technique, mais voilà, ça semble être ça finalement les facteurs déterminants de l'empreinte carbone. Et tout ça, en fait, en réalité, ça me semble lié justement à ces pratiques un peu étonnantes de saturation publicitaire. Élodie, du coup, est-ce que prochainement l'achat se fera vraiment sur des critères prochainement, je peux pas, malheureusement, j'ai pas encore ma boule de cristal, je sais pas, mais il y a un vrai, il y a deux choses que j'ai dit tout à l'heure. Il y avait la partie législation, c'est-à-dire que si ça est imposé, je pense qu'il y aura des efforts qui seront faits. Et après, il y a la partie effectivement qui doit venir de la part encore de l'annonceur. Donc vraiment, la prochaine fois, on invite un annonceur. Parce que dans l'idée, effectivement, là où tu disais, il y aura toujours des objectifs qui sont plus business ou vraiment des performances pour une campagne digitale. Je sais pas, moi, il y a encore un an, je travaillais pour un annonceur de la distribution. On va pas se mentir, c'est le ROI, hein, c'est vraiment le coût du contact, c'est vraiment faire du business qui est le plus important. Donc quand est-ce qu'on va passer du ROI à un COI pour vérifier, on va dire, le coût de l'impact sur l'environnement ou le côté social? Moi, c'est un rêve, hein, mais je parle peut-être plus du côté perso du coup que le côté UDECAM. Mais je pense qu'on y viendra et ça viendra malheureusement plus d'un côté gouvernemental. On va suivre ça de près. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, éventuellement? Je peux parler comme ça très fort, ça va? Ça va juste pour la régie. Merci beaucoup. Oui, Marc Leprat de ViewPay. Moi, je voudrais juste poser une question par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que finalement, l'efficacité économique et l'efficacité écologique ne se rejoignent pas? Et la question qui est derrière ça, c'est est-ce que, en fait,
quand on est capable en fait d'atteindre la sobriété, est-ce qu'on n'est pas justement aussi en capacité de réduire tout cet immense gaspillage publicitaire qui est lié à la difficulté en fait que les acteurs ont à toucher leur cible et qui génère en fait voilà, une dépense considérable pour rien. Oui, moi, c'était un peu le sens de ma dernière intervention, c'est-à-dire qu'effectivement, tu le dis autrement, mais le gaspillage publicitaire, c'est un coût environnemental, et commencer par réduire le gaspillage publicitaire, c'est déjà donner un sacré coup de main si tu veux, à l'impact carbone de la publicité digitale. Est-ce qu'il y a d'autres réponses ou d'autres questions ? Il nous reste encore quelques minutes. Du coup, je vais continuer, hein, parce que moi, j'ai toujours des questions. J'en ai préparé plein. Pour revenir... donc, vous avez tous un peu parlé du fait que... Enfin, surtout Sébastien, du fait que le problème aussi du numérique, c'est qu'on mesure tout sur le numérique, ce qu'on ne fait pas sur les autres médias. Avoir une mesure unique cross-média, c'est un peu un vieux fantasme de la publicité. Et justement, l'attention publicitaire, y a des choses qui sont, enfin des expérimentations qui sont faites donc en ligne, en télévision, en affichage. Je pense que j'en oublie encore. Il y a juste la radio en fait qui n'est pas concernée pour l'instant en tout cas. Donc est-ce qu'on peut arriver à cette mesure unifiée via l'attention ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, moi je pense en tout cas que le sujet de la fragmentation des consommations, c'est-à-dire le fait qu'on soit un peu sur Insta, un peu sur Le Monde, un peu sur TikTok, un peu sur de la presse et de l'affichage, etc., fait que la question quand même pour les marques de la compréhension du poids relatif de chacun des leviers, elle est en fait fondamentale dans l'arbitrage des investissements pub. Et qu'aujourd'hui, je suppose que c'est une réflexion forte chez les marques d'avoir, en tout cas, je suppose qu'il y a un besoin. Je ne sais pas si l'attention, c'est la bonne option. Et encore, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, personnellement, j'ai du mal à définir l'attention, etc. En tout cas, créer un indicateur cross-environnement, cross-média, qui permette de manière unifiée de juger de l'impact et l'efficacité de chacun des leviers à un niveau de granularité très très fin, je suppose, en tout cas si j'étais annonceur, je trouverais ça utile. Et effectivement, je suppose que l'industrie, de manière générale, s'intéresse à cette problématique. Et effectivement, je sais que les acteurs dits spécialisés dans l'attention, notamment transatlantiques, s'intéressent à cette problématique de mesure sur la vidéo des écrans CTV versus des écrans réseaux sociaux versus des écrans sur les sites médias plus traditionnels ou les broadcasters, et essayer d'avoir une compréhension unifiée de la capacité à capturer l'attention de chacun des leviers, de chacun des écrans. Juste pour la partie peut-être plus plurimédia finalement, avec une vision vraiment global marché, moi je pense que l'attention elle est intimement liée au bêta de mémorisation, et là ça remonte un peu plus longtemps. Ça a été créé par Armand Morgenstern, et effectivement le digital il partait très très mal d'ailleurs avec ce bêta de mémorisation. Je crois qu'il était proche de 2 ou 3, quand la télé était plutôt à 17 ou 18. Donc forcément l'attention, si on la regarde avec ce prisme, il était vraiment... on va dire on avait un état, on va dire, de comparaison entre chaque média sur ce qu'on pourrait regarder, on va dire, d'attention avant qu'on la redéfinisse. Donc c'était la première vision plurimédia. Aujourd'hui, il n'y a pas de techno qui va pouvoir uniformiser cette vision. Donc on va l'avoir sur le digital avec différents leviers, comme tu le disais. Mais sur la partie, que ce soit en affichage, il va y avoir une techno. Chaque organisme ou centre d'études va faire sa propre méthodologie. Mais on ne va pas avoir de visibilité. La forme de l'attention ne va pas être étudiée. Va pas être étudiée de la même façon. Sébastien, un mot pour conclure ?
C'est pas obligé, hein, mais c'est pas facile. il reste 30 secondes. Non, j'ai envie de dire, moi, je rappellerai la même chose. On est à un moment de changement, en tout cas sur le digital, qui est imposé législativement, on en a parlé avec tout ce qui est carbone, de la part des navigateurs avec la fin des cookies, de remise en question avec la visibilité, avec l'attention qui effectivement fait entre guillemets beaucoup de bruit en ce moment. Et je pense que c'est un moment où il est vraiment important que l'intégralité des parties prenantes de ce marché continue à se parler comme elles l'ont pu le faire sur le carbone, comme elles l'ont pu le faire sur les bonnes pratiques qui sont effectivement rédigées par le SRI avec l'UDECAM et avec l'Alliance en ce moment. Parce que si on veut que ce soit nous, les parties prenantes, qui gardions la mainmise sur ces KPI-là, c'est important qu'on le fasse ensemble, en fait, pour éviter que quelque chose arrive demain et que demain, on ait un carbone score de la campagne publicitaire obligatoire, comme on le voit sur l'automobile partout, comme on le voit sur la nourriture, comme on le voit sur tout ça. Et là, ça serait plus embêtant. L'autorégulation, donc. Merci à tous les trois pour votre participation. Merci à toutes et tous pour votre attention. Et bonne journée.